Oui. On est la deuxième leçon qui traite les ondes. Nous avons déjà étudié les ondes mécaniques et maintenant on traite les ondes lumineuses. Qu'est-ce que nous avons traité jusqu'à maintenant? Quel est le problème que nous avons dès le début pour la lumière? Le premier paragraphe. J'ai dit, on traite les ondes. Et nous avons parlé de la lumière. Premier paragraphe, c'était de montrer que la lumière est une onde. Comment nous avons pu mettre en évidence l'aspect ondulatoire de la lumière? On s'est basé de ce que nous avons fait pour les ondes mécaniques. Vers la fin de la leçon, nous avons dit que les ondes mécaniques subissent le phénomène de la diffraction. D'accord? Le phénomène de la diffraction, c'est un phénomène qui met en évidence l'aspect ondulatoire du phénomène qu'on étudie. Là, ce que nous avons traité, ce sont les ondes. On les appelle les ondes mécaniques, les ondes mécaniques périodiques ou autres. Mais là, nous utilisons la lumière. Donc, il fallait mettre en évidence que vraiment la lumière, elle a un aspect ondulatoire. C'est-à-dire, c'est une onde. Donc, c'est pour cela, nous avons utilisé cette propriété qu'a les ondes, c'est qu'ils subissent la diffraction. Et le premier paragraphe que nous avons traité, la lumière est un phénomène ondulatoire. Donc, à travers un trou ou une ouverture, nous avons pu observer sur un écran, lorsque nous avons utilisé une lumière laser, nous avons fait la lumière verte ou la lumière rouge, nous avons observé sur l'écran des taches lumineuses séparées par des taches d'extinction ou des taches sombres, c'est-à-dire de la lumière et de l'obscurité. C'est la même chose que nous avons observé pour les ondes mécaniques, c'est-à-dire il se produit un phénomène de superposition au niveau de l'espace derrière ce diaphragme, de superposition, soit une superposition constructive, soit une superposition destructive. Et à partir de là, nous avons dit que la lumière est vraiment à un aspect ondulatoire. Donc c'est une onde. Et si nous disons que la lumière est une onde, ça veut dire qu'il est caractérisé par une fréquence, par longueur d'onde et une vitesse de propagation. À la différence des ondes mécaniques, les ondes lumineuses n'ont pas besoin d'un support matériel pour se propager. C'est-à-dire, lorsque nous avons défini une onde mécanique, nous avons dit c'est la propagation d'une déformation dans un milieu matériel élastique. Et là, la lumière n'a pas besoin d'un milieu pour se propager. Et c'est pour cela que la lumière peut se propager dans le vide. Nous avons dit à la fin que les ondes lumineuses se propagent dans des milieux transparents et pour nous homogènes, avec des vitesses qui dépendent du milieu dans lequel elles se propagent. D'accord? Et là, à ce niveau-là, pour la lumière, pour les ondes lumineuses, nous avons dit que la lumière, il y a, si vous voulez, peut être une lumière monochromatique et peut être une lumière polychromatique. Vous devez connaître la définition de la lumière monochromatique, c'est-à-dire c'est une lumière une lumière de coloration bien définie. On va les voir tout à l'heure lorsqu'on parlera des ondes polychromatiques. C'est quoi la définition? C'est une onde qui est caractérisée par une fréquence bien définie. Et par la suite, cette fréquence-là dépend de la source
qui émet cette lumière et comment pratiquement on peut mettre en évidence qu'il s'agit d'une onde monochromatique. C'était les caractéristiques d'une onde lumineuse. Comment dire cette lumière est une lumière monochromatique? Nous avons donné la définition. Et par la suite, comment on pratique? On fait une expérience qui montre vraiment que cette lumière, elle est monochromatique. On utilise un prisme. Si on utilise une source de lumière dite monochromatique, on le fait passer à travers un prisme, on n'observe que le phénomène de déviation. Et avant et après le prisme, nous observons la même coloration, la même couleur. D'accord? C'est ça la définition pratiquement d'une lumière monochromatique. En revanche, nous avons défini une lumière polychromatique, comme le mot le dit. Mawja متعددة الألوان أو الضوء poly ça veut dire متعددة, chromatique ça veut dire ألوان. Là, la définition elle est formée d'au moins de 2 lumières monochromatiques. Elle peut contenir plus. L'exemple que nous avons pris, c'est la lumière blanche. La lumière blanche est une lumière polychromatique. Et comment nous avons pu observer vraiment que la lumière blanche est une lumière polychromatique? De la même façon, nous avons utilisé un prisme. Si cette lumière, en traversant un prisme, donne à la sortie de ce prisme, de l'autre côté, si vous voulez, de la face 2 de ce prisme, des lumières, alors on dira que la lumière est polychromatique. Ce phénomène-là s'appelle la dispersion. On a déjà parlé de la dispersion dans les ondes mécaniques. Comment nous avons pu définir un milieu dispersif? Un milieu dispersif, si il gaspille l'énergie. C'est pas la dispersif, c'est pas il gaspille, mais dispersif c'est وسط مبدد بالعربية. ليس مبدد للطاقة وإنما مبدد للموجات. C'est pas un milieu qui consomme de l'énergie, mais c'est un milieu, nous l'avons défini avec une définition qui est très simple, c'est que milieu dit dispersif si 2 ondes, 2 fréquences différentes auront 2 vitesses différentes. D'accord? C'est ça la définition de milieu dispersif. Et l'exemple que nous avons fait avec le prisme, nous avons pu dire que les lumières monochromatiques qui forment la lumière blanche, ils ont des fréquences différentes et dans le prisme, ils ont des vitesses différentes. Et par la suite, on a pu observer les couleurs qui forment la lumière blanche. Et pour finir, ce milieu dispersif, nous avons, au lieu de parler, c'est ça le côté simplifié dans l'étude de la lumière dans des milieux dispersifs, au lieu de parler de la vitesse d'une onde monochromatique dans un milieu donné, nous avons défini ce qu'on appelle l'indice de réfraction. L'indice de réfraction N est égal à C0 sur C. Là, est supérieur et égal à 1. C'est-à-dire, au lieu de dire que chaque lumière dans un milieu a une vitesse donnée, on peut dire que chaque lumière monochromatique dans un milieu a un indice de réfraction. Qu'est-ce qu'il nous donne comme information? On va le revoir par la suite. Il nous donne, c'est comment le milieu interréagit avec cette lumière. Une lumière monochromatique dans un milieu donné, elle va entrer en interaction avec ce milieu et par la suite, on voit que sa vitesse change. Cette interaction provoque un changement de vitesse et par la suite, comment la direction de
cette lumière sera déviée. D'accord? Et de là, on parle, si nous avons deux milieux, le milieu 1 et là le milieu 2, donc la lumière dans ce milieu-là, il a une vitesse C1 et par la suite, il a un indice de réfraction N1. Et lorsqu'il traverse là, ce qu'on appelle, c'est le dioptre, c'est le plan qui sépare les deux milieux. Et lorsqu'il entre dans le deuxième milieu, il aura une vitesse V2 ou C2, et par la suite, il aura un indice de réfraction N2. D'accord? Et cet indice de réfraction nous permet d'estimer comment la direction de cette lumière change en passant d'un milieu à un autre. Donc ici, on a un faisceau étroit, on peut dire un rayon lumineux incident, et le point d'impact sur le dioptre, on appelle le point d'incidence, I, et cette normale-là, au niveau de ce point, on nomme cette verticale-là comme la normale au plan d'incidence. Alors en passant de ce milieu à ce milieu-là, sa vitesse change, c'est-à-dire on aura un changement de direction. Au lieu de continuer dans cette direction-là, elle va se produire un changement de direction, soit que ce rayon incident, il va s'approcher de la normale, soit que ce milieu de ce rayon, qu'on va dire réfracté, il va s'éloigner de la normale. Comment? C'est en comparant l'indice de réfraction des deux. Une phrase qu'on doit connaître. Alors, cet indice d'abord définit ce qu'on appelle la réfringence, cette capacité de changer de direction. Donc, en passant d'un milieu, si N1 est inférieur à N2, c'est-à-dire là c'est 1,C1 et là c'est 1,5. Donc on passe d'un milieu moins réfringent à un milieu plus réfringent. Qu'est-ce que ça veut dire un milieu plus réfringent? C'est-à-dire que en passant du milieu 1 au milieu 2, le rayon réfracté, elle va s'approcher de la normale, ici. Si c'est l'inverse, si on passe d'un milieu qui est plus réfringent à un milieu moins réfringent, ce rayon-là, il va s'éloigner de la normale. D'accord? Et le phénomène, on l'appelle la réfraction. الظاهرة التي تسمى بالانكسار. هذه الظاهرة هذه اللي كنتكلموا عليها قلت عوض ما نتكلموا على سرعة انتشار واحد الموجة أحادية اللون في واحد الوسط، خدينا مقدار آخر اللي كنسميوه بمعامل الانكسار. معامل الانكسار هو مقدار موجب أكبر أو يساوي من واحد، وكيعطينا واحد الفكرة على ما يحدث لشعاع ضوئي عندما يمر من وسط إلى آخر مغاير. والظاهرة اللي كتسمى ظاهرة الانكسار. ما كتكون عندنا ظاهرة الانكسار إلا ملي كنمروا من واحد الوسط لواحد الوسط آخر. لماذا سمي بالانكسار؟ كتلاحظوا أن هذا الشعاع هذا بحال تكسر، بحال تهرس على هذا المستوى هذا. باللغة العربية عنده دلالة هذا تقييد. إذا عندما ننتقل من وسط ذو انكسارية أصغر إلى وسط ذو انكسارية أكبر، فإن الشعاع المنكسر يقترب من المنظمة. هذه الجملة خصنا ضروري نكونوا عارفينها باش يمكن لي نرسم المسار كما سنرى في واحد التمرين لاحقا عندما ندرس مسار حزمة في خلال اجتيازها لموصول. إذا هنايا تكلمنا على الضوء وغادي نرجعوا ليه قلت، والآن باش نهينا الحصص اللي كانت عندنا هي أننا رجعنا ظاهرة الانكسار، ظاهرة الحيود
الحيود وحاولنا نستغلوا هذه الظاهرة ديال الحيود اللي موجة ضوئية كيفاش نستغلوها في تطبيقات عملية. Donc, la dernière partie que nous avons traitée, c'est revenir à l'expérience de la diffraction de la lumière et essayer d'exploiter cette expérience dans notre vie pratique. Là, la dernière que nous avons fait ce schéma, est-ce que nous avons donné la relation entre... D'accord? La première des choses, dans ce phénomène de diffraction, qu'est-ce que je dois connaître? Nous avons défini ce qu'on appelle θ. C'est l'écart angulaire qui est égal à lambda sur A. Là, c'est une définition. D'accord? Et à partir du phénomène de diffraction, nous nous sommes intéressés à la tâche centrale. Là, c'est la tâche centrale de largeur L. Et vous avez sur le cours la définition de l'écart θ. C'est cet angle-là. C'est l'angle que fait de là à là, c'est L sur 2, et de là à là, c'est L. D'accord? Donc l'écart θ, là c'est le diaphragme où il y a l'ouverture, là c'est la source lumineuse, et là c'est le phénomène de diffraction qui se produit. D'accord? On s'intéresse uniquement à la tâche centrale. D'accord? Donc, vous devez être capable de faire un tel schéma et d'essayer d'établir une relation mathématique qui lie la longueur d'onde lambda avec l'ouverture A, la distance qui sépare là de diaphragme à l'écran, c'est grand D, elle est très supérieure à L, et de là, on vous demande d'établir la relation qui est la longueur d'onde avec la largeur de la tâche centrale. D'abord, on travaille dans ces conditions-là. La distance entre l'écran et le diaphragme est très grande devant L. Ça veut dire que ce θ est très petit. Si θ est très petit, on peut dire que tangente θ sensiblement égal à sinus θ, sensiblement égal à θ en radian. Généralement, on vous donne ceci dans l'exercice, sinon, maintenant vous la connaissez, c'est une partie que vous devez travailler et essayer de faire ce travail-là. Et une fois qu'on vous demande, vous le faites parfaitement. D'accord? Donc, revenons à cette partie-là. Tangente θ, d'après le schéma, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Le côté opposé, c'est L sur 2. Le côté adjacent, c'est D. À titre d'exemple, vous pouvez prendre θ, par exemple, 10 degrés. Essayez de chercher tangente θ. Essayez de chercher sinus θ. Et vous allez trouver, en utilisant la calculatrice, presque la même valeur. Prenez ces 10 degrés et convertissez-le en radian, c'est-à-dire multiplié par 3,14 et divisé par 180, vous allez trouver la même valeur que la calculatrice a donnée. D'accord? Donc on peut vérifier. Donc ça est égal à θ. Et de ceci, L sur 2D est égal à θ. Mais θ est égal à lambda sur A. Et là, peut-être c'est la dernière relation que nous avons écrite, n'est-ce pas? On a écrit que lambda est égal à A fois L sur 2D. Qu'est-ce qui permet cette relation-là en pratique? Cette relation-là me permet de faire des expériences afin d'arriver à, par exemple, déterminer la longueur d'onde d'une lumière monochromatique que nous ne connaissons pas.
On va faire le même dispositif expérimental. Là, la lumière monochromatique dont on ne connaît pas la longueur d'onde. On va lire sur l'écran la largeur de la tâche, combien, par exemple en centimètres. Nous connaissons la distance entre l'écran et le diaphragme et nous connaissons l'ouverture de A. Donc, connaissant A, en lisant L divisé par 2D, je peux déterminer la longueur d'onde de cette lumière. Une autre application, c'est-à-dire je peux déterminer la largeur d'une ouverture à partir de la même expérience. Je dois utiliser une lumière monochromatique qui est connue. L'ouverture, je vais la chercher. Lire A est divisé par 2D. Une petite remarque. L'expérience là, c'est utiliser un diaphragme de cette forme-là. C'est-à-dire, j'aurai une ouverture, et là, c'est opaque, et là, c'est A. La même chose, ce travail-là, il est le même si on fait l'inverse. Ce que je vous montre là, ceci c'est là. Vous voyez que là, je peux faire varier A. D'accord? C'est le même, le diaphragme de l'ouverture qui est verticale. Une petite remarque, nous l'avons dit dans le cours, si l'ouverture est verticale, là, elle sera horizontale. Toujours, les franges d'interférence seront dans une direction perpendiculaire. Là, l'ouverture qui est verticale, on va observer les franges d'interférence de diffraction qui sont horizontales. Donc, parmi les questions que vous pose, déterminer l'orientation de la direction des tâches par rapport à l'ouverture. Oui. Est-ce qu'il y a une explication pourquoi Non, dans notre programme, plusieurs choses, on ne le fait pas. Inch'Allah, d'abord, tu vois qu'on ne s'intéresse pas aux franges d'ordre 2. Là, la centrale, et on ne s'intéresse pas aux autres. Peut-être, Inch'Allah, si vous faites une branche dans laquelle vous allez montrer d'abord cette relation-là, et pour les autres tâches d'ordre 1, d'ordre 2, et ainsi de suite. Pour nous, on ne s'intéresse plus et on ne vous demande jamais pourquoi nous avons pris une orientation perpendiculaire. Juste, on le fait par expérience, on le voit expérimentalement, donc par expérience, l'orientation dans une telle. Sauf que si on utilise un trou, on n'aura pas un schéma comme ça, mais on a des tâches comme ça. Donc, vous devez être capable de connaître, à partir des franges de diffraction, dire est-ce qu'on utilise une ouverture ou un trou. C'est la première des choses. Uniquement par observation des franges, comment ils sont. S'ils sont alignés sur la même droite, là, l'ouverture, elle est rectangulaire. Si on trouve des taches centrales, des taches concentrées sur le même axe, là, le trou, elle est circulaire. Évidemment, la relation, celle que nous avons donnée, ce n'est pas la même, mais on donne θ, c'est 1,22 lambda sur A. Et là, c'est un calcul mathématique qui est très développé pour atteindre cette valeur-là. Donc, dans vos études supérieures, vous pouvez rencontrer dans le phénomène de diffraction optique, vous saurez comment arriver à cette relation-là. Sinon, si vous avez fait autre chose, jamais vous rencontrez un tel calcul. Donc, en résumé, pour cette partie-là, ce qu'on attend de vous, d'abord, dire que la diffraction de la lumière montre que la lumière est une onde lumineuse, et on peut connaître le phénomène de la diffraction, comment se produit avec une ouverture rectangulaire. Ce schéma-là,
peut être obtenu par une ouverture rectangulaire ou par un fil de diamètre D. Au lieu de celui-là, on mettra uniquement, voilà, c'est la même chose, on mettra un fil de diamètre D. D'accord? Soit là, la lumière ne passe pas, et passe uniquement à travers cette ouverture-là, soit on utilise un fil de diamètre très petit, et lorsque la lumière rencontre cet obstacle-là, il va donner, si la distance si D est égale à A, on trouvera les mêmes caractéristiques de diffraction, à condition que D soit la même. C'est-à-dire, si on utilise A qui est égal à D, ce L-là, elle est la même pour les deux. D'accord? Donc, dans un exercice, soit qu'on vous donne un fil de diamètre D, produit le phénomène de la diffraction, soit qu'on vous donne un diaphragme dont l'ouverture est égale à A qui est D. C'est la même chose. Le même travail, le même calcul, la même relation mathématique. Et pour le trou, soit qu'on utilise un trou, comme ça. Et là, d'accord? Soit qu'on utilise un grain de même dimension. On aura la même chose. Ici, ouverture avec un fil, aussi un trou avec un grain dont le rayon est le même. Là, c'est R et là, c'est R. D'accord? Donc, il faut, parce que dans les exercices, on peut non pas donner une ouverture, on vous donne un fil. Ça fait? Voilà. La dernière partie qu'on va traiter, c'est la dispersion de la lumière par un prisme. D'accord? Y a-t-il une question? Non. Donc on est arrivé jusque-là. Maintenant, on va mettre quel est le chiffre romain, le dernier chiffre romain que nous avons utilisé? 3 en chiffre romain. Maintenant, on passe à 4. Donc, 4. Dispersion de la lumière par un prisme. Par un prisme. بالعربية تبدد الضوء عبر موصول. Le prisme بالعربية هو الموصول. Avant de traiter la dispersion de la lumière par un prisme, on doit revenir en première année. C'est une partie que vous n'avez pas pu atteindre dans le programme. C'est l'optique géométrique. Et là, on va faire un petit rappel sur certaines lois qui gouvernent cette optique géométrique. D'accord? Donc, 4.1, rappel. Même si ce n'est pas un rappel, vous allez le découvrir pour la première fois. La première des choses, c'est que la lumière se propage en ligne droite. C'est-à-dire, même si nous avons dit que la lumière c'est une onde, donc onde caractérisée par une période t et une fréquence n, donc pratiquement, dans la vie pratique, d'après
si nous observons la lumière qui entre par une fenêtre dans une chambre donnée, on constate que cette lumière, elle a des limites qui sont droites. C'est-à-dire qu'on admet que la lumière se propage en ligne droite. Et de là, on peut représenter le trajet de la lumière par une droite où on utilise un faisceau très étroit. Et par la suite, on parle de notion de rayon lumineux, même si ce n'est pas correct, mais on admet d'utiliser ce terme-là. On représente la lumière dans l'optique géométrique par une droite qui est le rayon lumineux. D'accord? Donc vous notez une petite phrase. La lumière se propage en ligne droite. La lumière se propage en ligne droite dans un milieu homogène et transparent. Dans un milieu homogène et transparent. D'accord? Donc, cette lumière-là, lorsqu'il traverse des milieux donnés, elle va subir des phénomènes. On parlera dans notre programme de 3 phénomènes. D'abord, la réflexion, puis la réfraction, puis la dispersion. Un autre phénomène, ce n'est pas dans notre programme, c'est les interférences. Là, ça parle de ce qu'on appelle l'optique physique ou l'optique ondulatoire. Mais là, on va rester uniquement dans l'optique géométrique. D'accord? Dans l'optique géométrique, on ne traite pas l'aspect ondulatoire de la lumière, mais on traite la lumière comme étant un faisceau très étroit, selon une droite, puis il subit des phénomènes ou des lois mathématiques qu'on va parler. Donc, point à la ligne. La lumière, en optique géométrique, la lumière en optique géométrique البصريات الهندسية subit 2 phénomènes. Subit 2 phénomènes, 2 points à la ligne, le premier tiré, la réflexion. En arabe, al-in'ikas. Al-in'ikas. C'est quoi la réflexion? C'est le phénomène que subit la lumière lorsqu'il rencontre une surface qui est polie ou ce qu'on appelle tout simplement en physique un miroir. Lorsque la lumière rencontre un miroir, il subit le phénomène de la réflexion. Et ce phénomène de la réflexion est régi par une loi, c'est la première loi de Descartes. Descartes, il a étudié ces 2 phénomènes, plutôt les phénomènes que subissent la lumière, c'est-à-dire la réflexion, la réfraction et la dispersion. Et pour les 2 phénomènes, il a donné des lois. Donc, à la ligne, la réflexion est le phénomène que subit la réflexion et le phénomène que subit la lumière à travers un miroir. À travers un miroir. Et pour simplifier les choses, donc là,
On va utiliser ce plan-là comme un miroir en utilisant comme ça. Ça veut dire un miroir. Et là, c'est la surface réfléchissante. Vous voyez que le miroir, il y a une partie qui est teintée d'une matière donnée qui donne ce phénomène-là. Donc, je vais utiliser là un rayon incident, là CS et là CI, rayon incident. Ça, c'est en optique géométrique. Rayon incident, c'est الشعاع الوارد. Le point I, là, c'est le point d'incidence. Point d'incidence. نقطة الورود. Et à partir de ce point I, on trace une droite qui est perpendiculaire à la miroir, au miroir. Elle fait un angle droit. Puisqu'il est perpendiculaire, on l'appelle la normale. Ici, entre cette normale et le rayon incident, on va l'appeler un angle I. Et ici, l'angle d'incidence. Qu'est-ce qu'il dit la loi de Newton, la loi de Descartes relativement au phénomène de la réflexion? En réalité, il y a deux. La première, il nous donne l'orientation de rayon incident et le rayon réfléchi. La deuxième loi, il nous donne la relation entre l'angle d'incidence et l'angle de réflexion. Qu'est-ce qu'il dit la première loi? Le rayon incident, la normale et le rayon réfléchi se trouvent dans le même plan qu'on appelle le plan d'incidence. Là, c'est R. Et cet angle-là, on va le noter petit r. Lorsqu'on parle de la réflexion, on doit donner deux informations. La première, c'est que le rayon incident et le rayon réfléchi et la normale appartiennent au même plan qu'on appelle le plan d'incidence. Deuxième loi, c'est que loi de la réflexion. D'abord, je dois nommer ici R, c'est l'angle de réflexion. C'est l'angle que fait le rayon réfléchi avec la normale. Et cette loi nous dit que R est égal à I. Voilà la première loi de Descartes relativement à la réflexion. On la nomme première loi. La première loi de Descartes. Le premier tiré, c'était la réflexion. Le deuxième, elle sera la réfraction. Al-Inqisam.
Vous voyez que dans la réflexion, le rayon incident et le rayon réfléchi appartiennent au même milieu. D'accord? Et lorsqu'on parle de la réfraction, on a besoin de deux milieux. Il faut que le rayon ou le faisceau lumineux passe d'un milieu donné à un autre milieu différent. Sans avoir ces deux milieux, on ne peut pas parler de la réfraction. Donc le schéma sera un plan. Et vous voyez, je ne vais pas assurer celui-là du fait que le trait là, ça veut dire que la lumière peut passer de l'autre côté. Là, la lumière ne peut pas passer de l'autre côté parce que la face postérieure du miroir ne permet pas le passage de la lumière. Donc là, c'est un miroir. Là, c'est un plan qu'on appelle le dioptre. C'est la surface à partir de laquelle, la surface de rencontre du milieu. Par exemple, là, j'ai deux milieux. Ici, c'est l'air et ici, c'est l'eau. Et la surface libre de l'eau constitue ce trait-là. On l'appelle un dioptre. C'est quoi le dioptre? C'est une surface qui sépare deux milieux d'indices de réfraction différents. Là, l'air, c'est pour indice 1, et là, l'eau, c'est 1,33. Donc, nous avons deux milieux différents. Donc, on peut avoir quoi? Le phénomène de la diffraction. D'accord? Donc, on va mettre ici N1 et là N2. Là, le milieu 1 et là, le milieu 2. De la même manière, un rayon incident, S, là, c'est le point I. Donc, on doit construire la normale. N', mais aussi on va la nommer N'. Et par suite, cet angle, c'est toujours, on va l'appeler I1. Et son nom ne va pas changer, c'est l'angle d'incidence. C'est l'angle d'incidence. Mais au lieu que ce rayon incident continue sa direction selon une droite, c'est-à-dire si le milieu 2 n'existe pas, alors la lumière elle va continuer son trajet selon le trait en pointillé. Mais une fois qu'il y a un milieu d'indice de réfraction, il y a un changement brusque de la direction de cette lumière. Soit qu'il va s'approcher de la normale, soit qu'il va éloigner de la normale. Supposons que N1 est supérieur à N2. Pour bien schématiser le trajet de la lumière dans le milieu 2. Quelle est la direction prise par le rayon dans le deuxième milieu? Je vous ai dit tout à l'heure, il y a une phrase qu'on doit apprendre. Quelle est cette phrase?